EDI est une association qui regroupe des distributeurs, quelques fabricants et des prestataires informatiques et qui, depuis une vingtaine d'années, essaie de promouvoir les standards dans le monde du bâtiment, de la fourniture industrielle. Donc, on a commencé il y a fort longtemps par promouvoir l'échange de données informatiques, hein, les commandes et les factures. Ensuite, on s'est intéressé au référentiel article. Et aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, ce sera le RSE qui se met en place dans les entreprises. Donc, dans ce cadre, il nous a semblé intéressant de faire des réunions avec GS1, qui est, je pense, la société la plus avancée dans la promotion des standards et puis qui porte un certain nombre de standards d'échange de données. Je vous laisse la parole, Aurélie. Merci Alain et merci du coup à Edonie pour cette invitation, à cette présentation et cette introduction au standard GS1. Donc on a pu faire une session il y a quelques mois, il y a 2 mois, sur une première partie qui était liée au standard d'identification de GS1. Et donc dans cette session-là, je vous propose du coup d'avoir la deuxième partie sur la partie capture et partage, donc tout ce qui va être marquage et partage d'informations. Et je vais commencer par une rapide présentation de GS1 pour ceux qui nous connaîtraient ou pas très bien. Donc en fait, GS1, vous nous connaissez déjà parce qu'avec le nombre de bips qui passent chaque jour en caisse, on est grosso modo beaucoup connu pour ça, mais pas que. Pour ce standard planétaire qu'est ce code barre à une dimension et qui a été vraiment le référent, ce standard planétaire pour identifier les produits et faciliter le flux de ces produits tout au long de la supply chain. Et en 50 ans, GS1 a continué d'évoluer vers de nouvelles technologies, d'évoluer vers de nouvelles filières également, parce que même si on est né de la grande distribution, on occupe et on s'intéresse à beaucoup plus de marchés que les produits de grande consommation. On a fêté d'ailleurs nos 50 ans au mois d'octobre dernier, GS1 France. Donc voilà, ça fait 50 ans que ce standard est utilisé. Et en 50 ans, on a toujours une même raison d'être qui est d'identifier pour échanger aujourd'hui et demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, chez GS1, on permet d'avoir un système, une identification unique qui est fondée sur un système de règles. Et ces règles, elles sont décidées et appliquées par les acteurs et va faciliter du coup ces échanges, étant donné qu'ils sont de façon digitalisée, ils permettent d'être automatisables, d'être sans ambiguïté, d'être efficients, et étant donné qu'on est sur des standards internationaux, d'être interopérables également pour faciliter ces échanges. Donc, quand on parle d'identification, de quel type d'identification on parle? Qu'est-ce qu'on peut identifier avec les standards GS1? Différents types d'objets, des produits qui soient des produits de grande consommation, mais aussi des produits dans d'autres types de secteurs d'activité, des produits aussi qui peuvent être plutôt des biens durables ou des pièces détachées, des pièces, des composants. On identifie également des unités logistiques avec les standards GS1 et encore des entreprises, des entités ou des lieux. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'identification de ces objets, alors ça va nous permettre de faciliter les échanges. Et donc, quand on parle d'échanges, on parle d'échanges commerciaux en lien avec l'information produit notamment, des échanges transactionnels quand on parle de factures, notamment de commandes, tout ce qui va être lié à la supply chain et à la logistique, pour de la livraison par exemple, et tout ce qui va être sur le cycle de vie des produits, donc c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la traçabilité des produits et pour pouvoir suivre les événements des produits tout au long de leur vie. Le système GS1 est basé sur 3 fondements. 3 fondements de ce système-là qui sont la partie identification, donc on fournit des identifiants quand on devient adhérent à GS1. Le deuxième, c'est la partie capture. Donc, on encapsule ces informations dans des supports et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à des buts, en effet, de pouvoir les partager, de partager ces informations, de se les échanger. Et on va le voir également aujourd'hui. On a une gouvernance chez GS1 qui est assez unique
puisque donc, on est une entreprise neutre et à but non lucratif. Donc, on a été créé par les entreprises au service des entreprises il y a 50 ans. On est présent dans 116, on a 116 bureaux, organisations locales GS1, comme peut être GS1 France, et on couvre 150 pays dans le monde. Donc, on est vraiment un standard qui est reconnu internationalement et qui a une dimension à la fois très internationale, en effet, et aussi très locale, puisqu'on est à l'écoute de nos écosystèmes, à l'écoute des différents secteurs, des différents marchés, pour remonter ces besoins-là au niveau de l'international et faire en sorte que ça soit validé et en faire des standards internationaux. Et les deux moteurs de la standardisation sont vraiment la collaboration et l'inclusion. La collaboration, parce qu'en effet, quand on vient travailler chez GS1, on est vraiment dans un état d'esprit de mettre au bien commun, participer pour le bien commun, et donc de ne pas de laisser notre propriété intellectuelle, et ça c'est la part des entreprises, mais vraiment de vouloir participer au service aussi de tout un écosystème. Et on est inclusif chez GS1, c'est-à-dire qu'on intègre tout type d'entreprise, tout type d'intervenants, que ce soit un industriel, un distributeur, les autorités, des fabricants, des hôpitaux, des offreurs de solutions, etc., etc. Et puis aussi dans différents écosystèmes, donc dans le monde du bâtiment, bien évidemment, mais aussi dans le monde de la santé, dans les vins et les spiritueux, par exemple. Donc voilà, tout un domaine, nombre de filières que l'on adresse, une vingtaine de filières que l'on peut déjà adresser et qu'on anime au quotidien chez GS1. Donc voilà pour cette présentation un peu rapide de qui est GS1, ce que nous faisons. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail des standards et notamment la partie capture et partage, puisque sur la partie identification, nous l'avions vu la dernière fois. Donc, sur les standards de capture, on va voir différents codes barres, des codes barres en une dimension, des codes barres en 2 dimensions, et puis un point sur la RFID. Donc, si je commence par le code barre en une dimension, on l'avait déjà un petit peu introduit la dernière fois, c'est l'EN13, c'est vraiment la symbologie qu'on voit sur des unités consommateurs, où du coup, vous avez ce code barre en une dimension avec le code qui est écrit en dessous, qui est le GTIN. Et donc, la symbologie, c'est bien cette EN13 quand on est sur une unité consommateur. Quand on passe à une unité logistique, on peut avoir différents types de codes barres, on peut apposer différents codes barres. Donc, l'EN13 est encore valable sur un carton. Mais on peut aussi utiliser l'ITF 14, qui est plus résistant et qui est moins fin aussi dans la façon dont il est imprimé, mais on peut imprimer directement sur les cartons. Ou le GS1 128, parce que lui va reprendre un peu plus d'informations, parce que quand on a un EN13, on a juste un GTIN, hein, c'est tout ce qu'on a dans le code. Alors que quand on a un GS1 128, on va enrichir un peu plus les informations et donner un peu plus d'informations. On va le voir sur la slide juste après. Et quand on passe ensuite à une unité d'expédition, eh bien là, on va en retrouver à nouveau le GS1 128, mais mis sur une étiquette logistique. Donc voilà, de façon très succincte, hein, tous ces codes barres en une dimension que vous retrouvez majoritairement et que vous avez certainement au sein de vos entreprises, l'usage également, parce qu'ils facilitent et qu'ils sont très fortement utilisés pour la supply chain. J'en viens maintenant du coup à les codes barres 2D. Et un nouveau standard qui s'appelle le GS1 Digital Link. Alors, je vais repartir en fait de ce GS1 128 qui a plusieurs informations encapsulées dans ce code barre. Vous voyez en dessous ce code barre des petits numéros qui sont mis entre parenthèses et on appelle ça des identifiants d'application qui sont en fait des caractères qui vont dire ce qui se trouve derrière. C'est un peu la grammaire GS1, si vous voulez. Dans la grammaire GS1, le 01, ça veut dire GTIN. Alors là, je suis dans le monde de la santé, mais ça veut dire GTIN. Dans le 17, c'est la date d'expiration. C'est une date derrière. Le numéro 10, c'est le numéro de lot. Et le 21, c'est le numéro de série. Et quand on veut mettre plus d'informations sur un code barre linéaire, plus vous en mettez, plus c'est long, plus peut-être il vous faut 2 lignes parce que c'est trop long sur une. Quand on passe du coup à un code barre en 2 dimensions. Donc là, je vous montre l'exemple d'un GS1 Data Matrix, comme on peut l'avoir sur les boîtes de médicaments, par exemple. Et bien là, vous allez retrouver
toutes ces informations, mais dans un code barre qui du coup va être beaucoup plus petit à scanner et va contenir plus d'informations que juste le GTIN et puis c'est tout. Donc le code barre 2D vraiment est un support qui va encoder plus d'informations qu'un code barre en une dimension et prendra moins de place sur les packaging. Et là où je vais en venir avec le nouveau standard, c'est que il y a de plus en plus de besoins en fait, qui ont émergé. Il y a de plus en plus d'informations qu'on veut aussi communiquer auprès de nos consommateurs, par exemple, des sujets liés à RSE, et Alain l'a communiqué en début d'introduction de cette session-là. Vous avez aussi des besoins qui sont liés à la gestion d'inventaire, de la traçabilité aussi, de la sécurité sur certains produits, ou même de vouloir communiquer sur les informations liées au packaging, les gestes de tri. Donc, on a de plus en plus de besoins qui émergent. On a des évolutions également réglementaires qui imposent aussi des nouvelles obligations pour les parties prenantes. Et donc, on a travaillé en collaboration avec le marché pour répondre à tous ces besoins, toutes ces problématiques, dans un standard, un nouveau standard qui puisse y répondre. Alors, ce nouveau standard, en fait, c'est un code barre en deux dimensions, mais qui va apporter autre chose en plus que juste les quelques informations qu'on pouvait avoir enrichies jusque-là en dur dans le code barre, pour aller adresser des nouveaux besoins de partage d'informations, comme faciliter le passage en caisse, comme le faisait le code barre en une dimension, mais ajouter des dimensions sur des informations aux consommateurs, de la traçabilité, le recyclage, ou bien sur la seconde main d'un produit. Et donc, du coup, on va accompagner le marché vers le passage de ce code barre en une dimension vers le deux dimensions. Et l'ambition qui a été vue et validée au niveau international de GS1, c'est de pouvoir embarquer les acteurs dans cette période de changement et de transition pour que, à l'horizon 2027, alors fin 2027, du coup on sera certainement pour un début 2028, avoir la possibilité, quand on passe en caisse, de soit scanner un EN13 comme c'était avant, soit un QR code qui a à l'intérieur son GTIN pour donner le prix, mais potentiellement aussi d'autres informations aux consommateurs, ou un data matrix, un GS1 data matrix, comme ça peut l'être dans les médicaments, et on ne change pas. Donc ça veut dire qu'à cet horizon-là de temps, les distributeurs devront être en mesure de pouvoir lire à la fois du 1D et du 2D en point de vente, et de pouvoir faciliter ce passage en caisse, continuer à faire ce passage en caisse, mais pas qu'avec un seul code, mais aussi de passer au 2D. Donc ça, c'est une dimension qui va se mettre en place, et où du coup, ce type de webinaire est intéressant et va permettre d'informer les différents acteurs et ce que veut dire ce code barre enrichi, à quoi il peut servir. Donc, c'est plus qu'un petit code barre 1D, il y a plus d'informations qu'un code barre en une dimension, il est aussi plus lisible et plus fiable, hein, et pour une même vitesse de scan. Et les lecteurs, à l'heure actuelle, la majeure partie des lecteurs qui sont sur le marché savent déjà lire un symbole en deux dimensions. Et en fait, le standard qu'on rajoute en plus et qu'on propose chez GS1, c'est d'avoir le GS1 Digital Link. Ce GS1 Digital Link, en fait, c'est un lien qu'on va encapsuler dans ce code barre 2D pour diffuser d'autres informations et pas juste uniquement celles qu'on aurait pu avoir en dur. Donc, en fait, on encapsule un lien URI pour aller pointer vers des informations, qu'elles soient online ou offline, une redirection web, des informations qui vont être affichées selon le contexte où qui on se trouve, et avoir toujours basé sur un identifiant unique. Ça va être la clé principale, c'est que un code barre qui utilise la syntaxe GS1 Digital Link a forcément à l'intérieur un premier identifiant, ce qu'on a vu de la session précédente, donc là en l'occurrence sur un produit, le GTIN, et ensuite des associations associées. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus concrètement, vous donner un exemple de ce que ça peut représenter, mais cette syntaxe-là va vous permettre en fait de rediriger ou de mettre des informations à disposition de différents acteurs
sans changer le lien qui a été encodé dans les codes barres. Donc, ça veut dire que si demain, vous souhaitez mettre à disposition une information de geste de tri sur cet emballage et qu'il doit être évolué demain, bah, vous n'avez pas besoin de recodifier votre code barre, vous avez besoin de changer dans votre URI, dans le site web où vous hébergez la page et l'information, de le mettre à jour. Donc, c'est une grande valeur ajoutée, je dirais, de ne pas avoir besoin de réimprimer tous les codes barres. Donc, comment ça fonctionne? En fait, il y a différentes décompositions dans un GS1 Digital Link. Et quand on va lire par une application, un smartphone, un téléphone ou autre, ou un scanner, on va décrypter en fait la composition de cette URI. Le scanner va décrypter qu'il y a un nom de domaine, puis le 01 qu'on retrouve qui va dire que c'est tel GTIN qui est derrière, et puis là, soit un numéro de lot et un numéro de série ici. Et il peut y avoir du coup associé également un lien supplémentaire web qui va aller rediriger vers d'autres informations. Par exemple, si on donne, quand on donne l'autorisation à un auditeur, bah, il aura accès à des certifications réglementaires, par exemple. Quelqu'un d'autre qui est un vendeur d'une marque, il aura peut-être des instructions de montage. Ou bien encore, quand on est juste en caméra native sur un smartphone, pour un consommateur, bah, il aura de l'information produit. Il aura de l'information sur un geste de tri, par exemple. Ou quand on a une application consommateur de la marque en question et que vous avez des promotions, alors le consommateur ouvre via votre application de votre marque des promotions qui pourraient être en cours. Donc voilà un peu les différentes applications qui vont être faites. Pourquoi? Parce que en fonction de la typologie d'information qui est recherchée, bah, il y aura une redirection parce qu'on utilise dans le jargon technique un résolveur qui va faire lui ce dispatch selon qui vous êtes, donc la typologie de la détection de qui scanne et les informations qui vont être associées parce que ça aura été décidé par le propriétaire de la marque commerciale. Et pour rendre un petit peu plus ça concret, je vous montre un exemple de ce que ça peut donner sur un vrai produit. Donc, si vous avez un smartphone, vous pouvez scanner tout de suite le produit, le code barre qui est là. Si vous voulez flasher face directement l'ordinateur, vous le pouvez. Vous scannez avec votre appareil photo ou s'il n'est pas en natif, vous scannez avec l'application pour aller voir. Et vous allez vous retrouver sur une page qui va vous donner différents types d'informations, qui va vous donner des informations sur le geste de tri ou encore sur de l'information produit ou sur des conditions d'utilisation du produit, etc., etc. En fait, tous ces icônes-là et l'information qui a été définie, c'est le propriétaire de la marque commerciale du produit qui a dit, bah voilà, moi, je voudrais communiquer tel type d'information. Alors là, c'est un consommateur, donc voilà les différentes informations. Mais potentiellement, il y a des informations qui ne sont que à destination de la logistique. Et donc, il va y avoir des informations liées à l'emballage ou à la contenance d'une boîte, par exemple, ou d'un carton, etc., etc. On peut avoir plein d'usages différents. Et puis, en fonction de ce que vous souhaitez mettre et communiquer, bah, vous changez le contenu in fine des pages que vous hébergez et vous ne changez pas le code barre. Ça, c'est le vrai avantage. On permet d'enrichir un code barre avec des informations qu'on peut faire évoluer sans avoir besoin de réimprimer sur les packaging. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution qui était nécessaire et où je voulais passer un petit peu plus de temps avec vous ce matin parce que ça va être la vraie évolution. On a vécu 50 premières années du monde de la consommation sur un code barre en une dimension. Bah, on se dit que les 50 prochaines années, ça sera certainement ce code barre à 2 dimensions qui va nous aider et qui va être là pour le futur et adresser des nouveaux enjeux, notamment liés à l'économie circulaire. Donc maintenant que j'en ai fini sur cette partie-là, j'ai le dernier standard de marquage qui était sur la RFID. Donc là, c'est cette technologie de radiofréquence qui va avoir comme objectif de passer sans contact avec une raquette
de loin sur cette puce RFID et de permettre plein d'applications possibles et de traiter de façon facile, rapide, plein de produits dans un grand nombre d'applications également et d'aller les détecter de façon unitaire. Donc, ça veut dire qu'il y a un numéro de série qui doit être associé à chaque fois. Et donc, ça va avoir des usages forcément des applications liées à l'inventaire, la réception en magasin, la préparation de colis, tout ce qui est lié à l'encaissement également, au réassort. Il y a vraiment un acteur qui est très en avance sur la RFID. Quand vous passez chez Decathlon, c'est typiquement cet usage-là qui est fait. Et puis, il y a aussi des bénéfices avancés sur la lutte contre la contrefaçon. Avoir une traçabilité aussi de bout en bout de la chaîne, ça sert aussi d'antivol. Et puis, ça apporte aussi une meilleure expérience aux clients ou au consommateur final. Donc, voilà sur ce standard de RFID également et qui est toujours basé à l'intérieur sur un identifiant GS1 qui est le GTIN plus un numéro de série. Donc, voilà sur cette partie-là du deuxième pilier opérationnel qui était la capture. Et je vous propose de partager maintenant les derniers standards liés au partage de données, parce que c'est une première fois quand on a identifié, ensuite on a mis ça dans un marquage et maintenant on va pouvoir véhiculer toutes ces informations. Donc 3 standards dont on va parler, tout ce qui est lié vraiment au master data et au réseau GDSN, l'EDI et le standard de traçabilité et de visibilité qui est le PCIS. Donc, sur la fiche produit et le réseau GDSN. La fiche produit standard GS1, en fait, c'est une fiche produit qui représente une somme d'attributs, toute une liste d'attributs qui est donc standardisée avec des règles, avec des statuts qui soient obligatoires, optionnels ou dépendants sur un grand nombre de sujets. Donc, par exemple, de caractéristiques, le type de produit, la classification, le poids. On associe bien sûr un GTIN, l'emballage, le marché cible, etc. Donc, il y a plein d'informations qui vont du coup constituer toute cette fiche produit et du coup qui est standardisée aux règles GS1 et qui est élaborée en collaboration avec les acteurs pour répondre à un besoin d'une filière ou d'un marché en particulier. Et sur le marché, j'en profite également pour vous parler d'un standard qui a fait l'objet d'un travail l'année dernière, en 2022, sur toute l'année 2022, qui est le Global Data Model. Donc, c'est un modèle de données global, international, pour tout ce qui est bricolage, jardinerie et animalerie. Donc, il y a certains de vos produits qui peuvent potentiellement s'y raccrocher et s'y rapprocher. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a eu, ce travail-là a été réalisé avec différents acteurs. L'objectif était de définir, comme le principe d'un oignon, hein, qu'est-ce qui est du corps de ce modèle de données commun à tout le monde, les quelques attributs qui fonctionneront pour tous les produits. Ensuite, une couche globale qui est liée à la catégorie du produit. Par exemple, les instructions pour les consommateurs ou une cible d'âge selon les typologies de produits. Ensuite, on va avoir une couche régionale parce que les obligations en Europe ne seront pas forcément les mêmes qu'aux États-Unis. Et donc, il peut y avoir là des changements spécifiques ou des attributs qui peuvent être spécifiques en fonction de la région. Et la dernière couche, c'est la couche locale parce que dans tout ce qui a été défini avant dans les attributs, peut-être qu'au niveau local, il y a des spécificités où les acteurs veulent s'échanger d'autres types d'informations qu'ils ne retrouvent pas dans les couches avant, mais qu'au niveau local, souhaitent avoir standardisé pour pouvoir les échanger. Donc, ce standard-là, ce Global Data Model DIY, il est en cours de révision, de ratification. Donc, quand je vous disais qu'on passait sur tout début en introduction pour avoir des standards internationaux, on est typiquement dans le passage de ce process-là international pour pouvoir le publier d'ici le mois prochain à peu près, puisque du coup, c'est en train d'être relu en ce moment même, et donc d'être ratifié, publié, et ensuite être utilisable par les acteurs. Donc, pour votre information, ce modèle de données-là, il comprend 137 attributs, 137 données, et il y en a 21 qui sont en obligatoire.
Donc, dès que ça sera publié, moi, je pourrai informer du coup Edonie, comme ça, vous pourrez en prendre connaissance également. Ça sera aussi mis à disposition sur notre site Internet sous format Excel. Et donc, vous verrez toute la liste des attributs qui ont pu être travaillés avec leur statut et puis leurs règles associées. Donc, quand on parle d'une fiche produit, ensuite, on se dit il faut bien se les échanger. Donc, il peut y avoir différentes typologies d'échanges. Les échanges par mail, en Excel et qui s'échangent de cette façon-là. Ou alors, on passe à une version plus synchronisée en GDS avec 3 canaux de transmission possibles également. Soit c'est du portail distributeur, donc on vient mettre de l'information dans le portail du distributeur. C'est un choix possible. Soit il y a du point-à-point, un échange qui se fait acteur entre acteurs de gré à gré. Ou le troisième, qui est du coup plus au niveau interopérable, qui rentre dans un réseau qui est via le réseau GDSN. Et du coup, celui-ci, je vais vous le détailler sur la slide suivante. Ce réseau GDSN, ça veut dire Global Data Synchronization Network. Donc, c'est un réseau de catalogues électroniques qui sont connectés entre eux et qui font le lien avec une autorisation, le registre global de GS1, et qui vont interagir ensemble et qui vont pouvoir permettre les échanges entre des fabricants, des distributeurs pour l'échange de fiches produits. Ça va permettre d'avoir un partage rapide, sans ressaisie, puisque du coup, ça part du catalogue électronique de l'industriel vers le distributeur, et donc il n'y a pas de ressaisie, c'est intégré dans les systèmes d'information directement. Et puis, il y a une synchronisation. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis à jour et que l'industriel veut le partager, alors il aura les autorisations de ces distributeurs en face qui diront « Ok, moi, j'avais accepté l'information de ta part. » Donc, dès qu'il y a une mise à jour, c'est envoyé automatiquement, donc en respectant les standards de partage de GS1 dans cet environnement-là. Donc, pour cela, on se base forcément sur des offreurs de solutions, ces catalogues électroniques, qui sont certifiés par GS1 et qui vont permettre d'assurer que le flux soit bien conforme et que les standards GS1 soient bien intégrés dans leurs solutions. Donc, voilà pour la partie fiche produit et réseau GDSN. Le prochain standard, c'est tout ce qui est lié à l'EDI. Donc, l'échange de données informatisées, et en anglais, ça veut dire Electronic Data Interchange. Et là, on parle vraiment des messages qui sont liés à la commande, avis d'expédition, facture, avis de paiement. Ce sont tous ces messages-là. Alors, comment ça fonctionne de façon la plus simple possible? Quand vous êtes un partenaire A, vous avez un système d'information et votre système d'information va générer un message. Vous êtes relié à une station EDI et cette station EDI, elle va traduire et envoyer le message à votre partenaire B. Et le partenaire B, lui aussi, il a son propre système d'information avec une station EDI qui va traduire en réception le message et l'intégrer aussi dans son système d'information. Donc, pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des messages qui soient standardisés, structurés, donc des données qui soient bien structurées. On parle d'un même langage et puis on a un réseau d'échanges pour permettre ce partage d'informations. Le DI est quand même bien déployé et très bien utilisé par beaucoup d'acteurs et peut-être par vous également, parce qu'il permet beaucoup de choses, cette automatisation et cette fiabilité des échanges commerciaux de façon la plus simple possible. Donc, il y a le flux order to cash de la commande à l'encaissement où on a un nombre d'erreurs qui sont vraiment réduits. Le délai aussi de traitement et livraison qui est réduit parce que tout est dématérialisé. Une optimisation aussi des coûts, bien sûr, sur les processus opérationnels et puis une réduction aussi des ruptures de stock, puisque du coup, il y a ces échanges-là qui sont facilités via l'EDI. Donc voilà pour cet autre standard de partage. Et j'en viens maintenant au dernier standard de partage qui est le PCIS. Alors, ce standard EPCIS, c'est un standard de traçabilité. Ce standard de traçabilité, on a en fait au fur et à mesure vous avez de plus en plus de challenges aussi à relever
Vous avez besoin d'améliorer la performance sur la visibilité que vous avez de bout en bout de votre chaîne, de pouvoir valoriser aussi la qualité et l'origine de vos produits, etc., etc., de lutter potentiellement contre un commerce illicite et de faire ça tout au long du cycle de vie de vos produits. Et en fait, le standard EPCIS, il repose sur 5 questions. 5 à chaque événement où va avoir lieu votre produit. On va enregistrer dans les bases de données 5 choses. La première, c'est de quel objet on parle, le quoi. Ensuite, quand l'événement a eu lieu, quel moment il intervient. Ensuite, où cet événement a eu lieu, où sont présents les objets à ce moment-là. Pourquoi? Quel est le contexte commercial peut-être de cet événement? Et enfin, comment? Ça a été rajouté dans le standard, dans la nouvelle version du standard EPCIS l'année dernière. C'est sur les conditions de température, par exemple, de vitesse, qui peuvent être importantes. Alors, là, vous n'êtes pas trop sur des produits qui sont dans une chaîne de froid, mais ça peut être intéressant s'il y a des conditions particulières liées à, je sais pas, de l'humidité ou de la radioactivité. C'est intéressant aussi de pouvoir le suivre et de le tracer sur tous les événements. Donc, en fait, ce standard-là, EPCIS, va donner de la visibilité sur toute la chaîne logistique et va répondre à des différents besoins de track and trace, par exemple, pour savoir où est-ce qu'ont été expédiés les produits, qui les a envoyés, qui sont les différents responsables ou les parties prenantes qui sont intervenues ou qui ont été au contact du produit pendant toute cette chaîne, à des fins de maintenance aussi, selon les usages. Quand on est dans un monde dans le bâtiment, par exemple, ou quand on est dans un monde du ferroviaire et qu'il y a des opérations de maintenance, alors ce standard peut s'avérer du coup très, très utile parce qu'il répertorie, il enregistre du coup toutes ces opérations. Et puis aussi, dans le cadre de retrait-rappel, quand il y a une problématique qui intervient sur un ingrédient ou une matière première qui est entrée dans la composition d'un produit et qui au final fait défaut, et qu'on a besoin de remonter, descendre la chaîne aval ou de la remonter en amont, alors, vu que tout a été instancié et enregistré, ça facilite ces procédures de retrait-rappel. Donc voilà sur tout ce que je voulais vous présenter de façon assez la plus synthétique possible. Évitez de vous noyer trop dans des aspects trop techniques de chacun des standards, mais vous êtes bien, je suis bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. En résumé, en quelques slides, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'identification unique et non ambiguë, elle va être la plus importante. Donc, il faut bien s'assurer de bien identifier ces produits parce que derrière, ça va vous permettre de plus grands bénéfices, notamment d'améliorer la connaissance des produits en tracteur et faciliter tout au long de la gestion du cycle de vie, d'optimiser aussi le suivi, de réduire les points de rupture d'information. Et on sait que cette continuité numérique est compliquée dans certains marchés. Le monde du bâtiment, en l'occurrence, en fait partie. De simplifier aussi la gestion de vos stocks et de vos approvisionnements. Ça sert aussi à ça et ça facilite cette identification, va pouvoir faciliter également. Et puis, dans un monde de plus en plus circulaire, de faciliter la traçabilité depuis la fabrication jusqu'à sa fin de vie et de faciliter ensuite le recyclage, le réemploi ou la valorisation s'il n'y avait pas d'autre choix, mais en tout cas de limiter ensuite l'impact sur les ressources primaires et premières qu'on peut remettre dans le circuit et de favoriser ce recyclage-là. Donc voilà un peu à quoi ça sert, les différents ensuite bénéfices que permet un système d'identification qui soit unique et international. Et si vous avez besoin ensuite de mettre en place les standards, on a une équipe qui est à disposition. Allez, à votre écoute. On a aussi beaucoup de documentation et je vous ai mis juste après dans la slide qui suit tous les liens vers tous les standards dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, vous retrouvez toute la documentation sur notre site internet. Si vous avez besoin de conseils un peu plus précis, supplémentaires d'une mission ou d'une formation, on a une équipe
des équipes qui sont dédiées sur le sujet et donc qui peuvent vous accompagner. On peut faire des choses qui soient assez aussi spécifiques aux entreprises. On a aussi en fonction de qui vous êtes et que vous avez besoin peut-être d'embarquer des fabricants ou des fournisseurs. Si vous voulez tracer en amont, faciliter la traçabilité des composants de votre produit quand vous êtes un fabricant ou quand vous êtes un distributeur et que vous voulez aussi embarquer vos fournisseurs, on est aussi là pour vous aider. Et enfin, on vous propose aussi des offreurs de solutions qui ont été certifiées par GS1. Donc, ça veut dire qu'ils sont conformes aux standards GS1. Dans leur propre solution, ils utilisent bien les standards GS1. Et donc là, on a une marketplace, donc vraiment le site d'une marketplace GS1, où vous pouvez avoir là tous les différents offreurs de solutions avec lesquels nous travaillons. Et en fonction de votre besoin et de leur spécialité, trouver le match et le bon offreur qui vous convient. Donc, je vous ai mis tous les liens de toutes les informations. Il y a même une vidéo sur la partie GS1 Digital Links. Elle est en anglais, mais qui a été faite par la personne au niveau du Global Office de GS1, qui est notre expert en fait sur le sujet. Donc là, c'est une vidéo assez courte, mais qui est suffisamment ludique et simple pour bien comprendre le principe du Digital Link et comment ça fonctionne. Et puis après, tous les autres sujets que j'ai pu partager sur la RFID, la fiche produit, le DI ou encore le PCIS pour cette session-ci. Et vous retrouvez du coup la session précédente. N'hésitez pas à revenir vers Alexandra si vous souhaitez visionner l'enregistrement précédent ou avoir accès à la précédente présentation si vous en avez besoin également. Et je vous remets mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis responsable de marché donc pour différentes filières, industrie technique, la construction, la santé, les cosmétiques. Et une personne va rejoindre l'équipe qui sera justement dédiée au métier du bâtiment, de la construction et du bricolage et qui nous rejoindra en mars. Donc, vous pourrez également la solliciter. Et puis, on a un service client bien évidemment à votre écoute si vous avez des questions. Que ça soit pour de l'adhésion ou que ça soit pour la mise en place des standards au sein de votre entreprise. Voilà, je pense il va nous rester un peu de temps pour partager et puis répondre aux questions si vous en avez également. Donc, n'hésitez vraiment pas, je suis à votre disposition. Bonjour, moi j'ai une question. Merci beaucoup pour la présentation tout d'abord, c'était très clair. De mon côté, je représente ManoMano, donc je ne suis pas fournisseur, mais je suis plutôt d'un site digital. Oui. On a une problématique aujourd'hui sur justement la traçabilité des produits et obtenir de la donnée structurée sur tous les éléments sustainable. Oui. Et à date, nous utilisons vos API pour valider donc les codes barres et obtenir quelques informations comme la marque et la catégorie. Est-ce que l'API va évoluer pour justement retrouver des données structurées sur le pays d'origine, sur le poids notamment et sur les matières? Alors, sur la partie pays d'origine, en fait, donc là, vous faites référence à nos registres. Et donc, l'API qui vient interroger le registre international des produits de GS1, Verified by GS1. Ce registre, en effet, présente les cartes d'identité des produits et donc qui reprend les 7 attributs qui décrivent les produits et qui soient, eux, communs à tous les produits. Étant donné que c'est un registre qui est alimenté directement par les marques, donc on ne peut que recommander aux marques d'aller publier leur information dans ce registre international pour que des acteurs tels que vous puissent aller récupérer ce set d'informations. À date, il n'est pas prévu que le Verified by GS1 soit enrichi par d'autres attributs. Ce n'est pas en tous les cas pour le moment le cas. Ça peut le devenir et continuer à être enrichi si on voit qu'en effet sur des données, notamment RSE, etc., et ça fait sens et que ça soit suffisamment commun à toutes les typologies de produits pour que ça en fasse partie de cette carte d'identité des produits. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous dire oui. Ça viendra peut-être
après, la façon de pouvoir récupérer ces informations qui sont plutôt liées à des informations liées à l'environnement, ça serait via les fiches produits qui pourraient être demandées à vos fournisseurs ou aux vendeurs que vous avez sur votre marketplace pour aller plus compléter, en tout cas permettre d'avoir plus d'informations et ces informations notamment liées à RSE. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une petite question, Aurélie, par rapport justement à la fiche produit et tout ce qui concerne la RSE. Aujourd'hui, chez GS1, vous en êtes où? Alors, chez GS1, au niveau de tous ces sujets-là, on s'est d'abord concentré sur tout ce qui est lié au décret QCE, donc qualité caractéristique environnementale, du fait de la loi AGEC. Donc, c'est en cours et c'est l'idée par le groupe de standardisation, donc par mes collègues au niveau de la direction des opérations, pour standardiser certaines données, notamment réglementaires. Le travail, dès qu'il sera finalisé, je pourrais moi le transmettre et informer Denis en effet qu'il y a des nouveautés et qu'il y a des nouveaux attributs qui ont été standardisés et qui font partie de tout notre catalogue de je ne sais plus combien de centaines ou de milliers d'attributs possibles qui existent pour qu'ils soient standardisés. Et si toutefois il en manque par rapport à vos usages et que ça n'était pas complet, alors il ne faut pas hésiter du coup à formuler des besoins pour qu'on puisse nous ensuite les remonter potentiellement déjà en local France. Est-ce que ça fait sens auprès d'un écosystème et de se mettre d'accord pour ensuite le remonter ces besoins au niveau de l'international et de les standardiser au niveau international pour qu'ils fassent partie des attributs standardisés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Du coup, on est pile poil. Au niveau du timing, je remercie tout le monde de votre participation. La vidéo sera en ligne sur le site internet et la première d'Edonie. Et la première partie est aussi disponible en vision sur le site internet de Edonie, si ça intéresse. Voilà, si ça vous intéresse. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Et merci Aurélie pour... Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation.